Un tank révolutionnaire capable d'atteindre 69 km/h tout en tirant des missiles guidés par laser à 3000 mètres de distance devait devenir l'arme ultime qui écraserait définitivement la menace soviétique en Europe pendant les années tendues de la guerre froide. Mais ce monstre technologique de 51 tonnes, coûtant plus d'1 million de dollars chacun, allait finalement détruire l'alliance militaire entre les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest, au lieu de sauver l'OTAN de l'invasion communiste redoutée. Ce projet ambitieux baptisé MBT-70 représentait la première tentative historique de collaboration blindée transatlantique entre deux superpuissances occidentales, déterminées à créer ensemble le char de combat principal le plus avancé technologiquement jamais conçu par l'humanité. Mais les ingénieurs américains et allemands découvriraient rapidement avec horreur que construire un super-tank ensemble serait infiniment plus difficile et coûteux que combattre séparément l'armée rouge, qui menaçait d'envahir l'Europe occidentale avec ses hordes blindées apparemment invincibles. L'histoire cauchemardesque de ce projet titanesque avait commencé au début des années 1960, lorsque les tensions géopolitiques de la guerre froide atteignaient des sommets vertigineux et que la course aux armements entre les superpuissances mondiales s'intensifiait dangereusement chaque mois qui passait. Les services de renseignement occidentaux rapportaient constamment des rumeurs terrifiantes concernant un nouveau char soviétique secret en développement derrière le rideau de fer impénétrable. Un véhicule blindé mystérieux, bien plus puissant et avancé que les redoutables T-62 et T-54-55, qui équipaient déjà massivement les divisions blindées du pacte de Varsovie, stationnées menaçantes le long de la frontière interallemande. Les analystes militaires américains et ouest-allemands perdaient le sommeil en imaginant des colonnes interminables de ces super-tanks soviétiques inconnus, déferlant à travers la plaine nord-européenne et pulvérisant toute résistance de l'OTAN avec une facilité déconcertante. Les États-Unis venaient tout juste de déployer leur nouveau char principal M60, après des années de développement laborieux, tandis que leurs alliés de la Bundeswehr ouest-allemande avaient récemment mis en service leur excellent Léopard 1er, qui impressionnait tous les observateurs militaires par son équilibre remarquable entre protection, mobilité et puissance de feu. Ces deux véhicules blindés représentaient indéniablement le summum de la technologie occidentale disponible au milieu des années 60, et surpassait largement tout ce que l'Union soviétique pouvait déployer opérationnellement à cette époque sur les champs de bataille européens potentiels. Mais la paranoïa occidentale concernant les capacités secrètes soviétiques était tellement intense et généralisée que même ces excellents chars modernes semblaient soudainement inadéquats et obsolètes face à la menace fantôme qui hantait les cauchemars des planificateurs militaires de l'OTAN. Les hauts responsables militaires américains et ouest-allemands se réunissaient fréquemment dans des salles de conférence sécurisées pour débattre férocement des options stratégiques disponibles face à cette menace blindée soviétique supposément écrasante. Les deux nations partageaient exactement le même ennemi idéologique mortel, faisaient face aux mêmes menaces existentielles, sur le même théâtre d'opération européen crucial, et possédaient logiquement des intérêts stratégiques parfaitement alignés concernant la défense du monde libre contre l'expansionnisme communiste agressif. La collaboration semblait donc naturelle et évidente sur le papier. Mais personne n'avait jamais tenté auparavant de faire coopérer intimement deux industries militaires nationales aussi différentes sur un projet d'armement aussi complexe et coûteux qu'un char de combat principal moderne. Les sceptiques abondaient dans les deux capitales et prédisaient avec pessimisme que les différences culturelles, techniques et bureaucratiques rendraient toute coopération réelle pratiquement impossible, malgré les bonnes intentions affichées publiquement. C'est alors que Robert McNamara, le brillant secrétaire américain à la Défense, reconnu pour son approche analytique impitoyable des questions militaires, intervint personnellement avec une proposition audacieuse qui stupéfia absolument tout le monde dans l'establishment de défense occidentale. McNamara avait acquis une réputation légendaire dans le monde des affaires avant de rejoindre le gouvernement américain, ayant brillamment appliqué ses compétences exceptionnelles en gestion industrielle chez Ford Motor Company, où il avait révolutionné les méthodes de production automobile avec une efficacité remarquable. Il apportait maintenant cette même mentalité analytique impitoyable à la production des ressources militaires américaines, et observait avec frustration croissante comment les différents États membres de l'OTAN déployaient des dizaines de systèmes d'armes complètement incompatibles entre eux, gaspillant des milliards de dollars en duplications inutiles et créant des cauchemars logistiques concernant les munitions standards et les pièces de rechange pour véhicules. McNamara était absolument convaincu qu'une standardisation massive des équipements militaires occidentaux améliorerait drastiquement l'efficacité opérationnelle de l'Alliance, tout en réduisant simultanément les coûts astronomiques de développement et de production qui menaçaient de bankrupter les budgets de défense nationaux. Sa proposition audacieuse était simple, mais révolutionnaire dans sa portée ambitieuse. Convaincre la branche blindée de l'armée américaine et la Bundeswehr ouest-allemande de développer conjointement un char de combat principal entièrement nouveau, qui satisferait simultanément les standards opérationnels exigeants des deux armées nationales.
Son respect profond pour l'excellence légendaire de l'ingénierie allemande le conduisit à signer personnellement le Mémorandum d'accord historique en août 1963, qui officialisait cette collaboration sans précédent entre les deux nations alliées. Les gouvernements américains et ouest-allemands acceptèrent rapidement d'organiser une équipe de conception conjointe exceptionnelle qui développerait ce super-tank baptisé MBT-70, signifiant Main Battle Tank des années 70, en référence à la décennie prévue pour son déploiement opérationnel massif. L'ancien commandant de chars américain décoré, le général Wellborn J. Dolvin, fut personnellement choisi pour diriger l'équipe américaine, dont le contracteur principal désigné était le géant industriel General Motors, disposant d'une expérience colossale dans la production de véhicules blindés depuis la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, de l'autre côté de l'Atlantique, la Bundeswehr forma rapidement la Corporation allemande de développement, qui rassemblait stratégiquement les firmes industrielles allemandes les plus prestigieuses et technologiquement avancées du pays reconstruit. Les discussions techniques entre les deux équipes nationales commencèrent presque immédiatement, dans une atmosphère initialement optimiste et enthousiaste, mais chaque camp voulait naturellement concevoir le tank selon sa propre philosophie militaire distincte et ses préférences techniques profondément enracinées dans des décennies de traditions nationales différentes. Les désaccords explosèrent immédiatement sur des questions apparemment triviales, mais fondamentalement importantes, comme l'utilisation du système métrique européen standard contre les unités de mesure impériales SAE américaines, pour spécifier précisément les dimensions critiques du canon principal, de la tourelle blindée et de l'équipement général embarqué. Cette divergence basique paralysait constamment les discussions techniques car les ingénieurs américains et allemands ne pouvaient même pas communiquer efficacement sans convertir perpétuellement leurs mesures respectives avec des risques d'erreurs catastrophiques. McNamara tenta désespérément de résoudre diplomatiquement ce problème embarrassant, mais ne parvint finalement qu'à négocier un compromis bancal dans lequel chaque équipe nationale utiliserait obstinément ses propres mesures préférées sur les composants spécifiques qu'elle concevait individuellement, créant ainsi un cauchemar de compatibilité pour l'assemblage final. Malgré ces disputes frustrantes et ces obstacles bureaucratiques exaspérants, les ingénieurs allemands et américains se mirent néanmoins résolument au travail, avec une détermination acharnée pour créer quelque chose de véritablement révolutionnaire qui changerait définitivement la nature même de la guerre blindée moderne. Certaines caractéristiques innovantes du MBT-70 étaient authentiquement en avance de plusieurs décennies sur leur époque, et le tank fut conçu entièrement depuis zéro pour innover radicalement avec un concept blindé complètement nouveau, plutôt que d'améliorer simplement les designs existants de manière incrémentale. La coque du véhicule mesurait 3,5 m de longueur de base, mais atteignait impressionnant plus de 9 m et 3 décimètres, avec le canon principal démesuré, placé en position d'avancement maximale pour le combat. Contrairement au char américain M60, qui était un véhicule blindé de proportions absolument colossales et imposantes, le MBT-70 avait été délibérément conçu avec une silhouette extraordinairement basse, qui le rendait beaucoup plus difficile à détecter et à cibler efficacement sur les champs de bataille européens vallonnés. Le véhicule mesurait seulement 1 m et 8 décimètres de hauteur depuis le sommet de la tourelle jusqu'au sol en position standard, mais sa hauteur totale, normale, atteignait 2 m et 60 cm grâce au système de suspension hydropneumatique révolutionnaire qui représentait l'une des innovations techniques les plus spectaculaires jamais intégrées dans un char de combat. Ce système sophistiqué permettait incroyablement au tank de s'élever ou de s'abaisser dynamiquement selon le terrain traversé, pour améliorer considérablement les performances tout-terrain ou renforcer stratégiquement les capacités de combat désirées dans différentes situations tactiques spécifiques. Plus impressionnant encore, le tank pouvait littéralement s'agenouiller vers l'avant ou vers l'arrière de manière contrôlée pour améliorer dramatiquement la précision et la portée du canon principal lorsqu'il visait des objectifs ennemis situés à très longue distance sur l'horizon lointain. Cette capacité unique donnait au MBT-70 un avantage tactique phénoménal dans les duels d'artillerie blindée à longue portée, où chaque degré d'élévation supplémentaire du canon pouvait faire la différence critique entre détruire l'ennemi ou être détruit par lui. De plus, le système de suspension hydropneumatique servait également un objectif défensif crucial, car il permettait de fortifier considérablement les positions hull-down protectrices en abaissant dramatiquement la coque pour protéger le véhicule vulnérable contre les tirs ennemis provenant de l'arrière ou des flancs exposés. Cependant, cette conception révolutionnaire à silhouette basse créait immédiatement un problème spatial catastrophique, car il n'existait absolument plus suffisamment de place dans la coque comprimée pour loger confortablement le conducteur et l'équipage, selon les arrangements traditionnels utilisés dans tous les chars précédents. Les ingénieurs durent donc repenser radicalement l'aménagement intérieur complet et décidèrent audacieusement de placer toutes les stations d'équipage directement dans la tourelle blindée du tank elle-même,
qui offrait heureusement une protection efficace contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques qui hantaient les planificateurs militaires de l'OTAN, obsédés par les scénarios apocalyptiques de guerre totale. Mais le poste du conducteur présentait un défi technique particulièrement épineux, car il devait absolument voir clairement dans la direction de marche du véhicule, indépendamment des rotations constantes de la tourelle pendant le combat. La solution innovante mais problématique consistait à placer le siège du conducteur dans une cupola individuelle séparée qui pivotait automatiquement et continuellement pour maintenir son orientation constante dans la même direction, malgré tous les mouvements et rotations de la tourelle principale autour de lui. Cette cupola rotative pouvait également être orientée manuellement à 180 degrés complets pour permettre au tank de reculer à pleine vitesse maximale sans que le conducteur perde jamais sa visibilité directionnelle critique. Bien qu'indéniablement ingénieuse sur le plan conceptuel, cette conception révolutionnaire provoquait malheureusement des nausées sévères et un mal des transports débilitant chez les conducteurs qui étaient habitués depuis toujours à rester parfaitement stationnaires dans leur poste fixe traditionnel plutôt que de tourner perpétuellement comme des toupies désordonnés. Concernant l'armement principal démesuré, les ingénieurs allemands avaient catégoriquement opté pour un canon automatique Rheinmetall de 120 mm avec chargeur automatique sophistiqué qui représentait le summum de la technologie balistique européenne disponible. Cependant, les Américains obstinés préféraient absolument leur propre canon lance-missile XM150 de 152 mm qui offrait théoriquement une polyvalence tactique supérieure. Au-delà du tir d'une variété impressionnante de munitions anti-chars conventionnelles, comme les obus explosifs anti-chars à haute puissance et les projectiles perforants à sabots détachables, le tank était également spécifiquement conçu pour lancer le missile guidé révolutionnaire Chilela, équipé d'un télémètre laser de précision extrême qui possédait une portée opérationnelle effective de 3000 mètres, permettant d'engager et détruire des cibles blindées ennemies, bien au-delà des capacités des systèmes d'armes conventionnels. L'armement secondaire comprenait impressionnant un canon automatique télécommandé RH-202 de 20 mm, destiné spécifiquement à abattre les véhicules blindés légers et les aéronefs ennemis volant à basse altitude, tandis qu'une mitrailleuse était montée coaxialement pour les engagements rapprochés d'infanterie. Le blindage du MBT-70 était constitué ingénieusement de 2 couches distinctes, offrant une protection multicouche sophistiquée, jamais vue auparavant sur un char de combat occidental. La couche extérieure était fabriquée en plaques de blindage à haute performance, produites dans des épaisseurs de 40 mm, spécifiquement conçues pour résister efficacement aux impacts dévastateurs des munitions anti-chars modernes qui pulvérisaient régulièrement les blindages conventionnels plus anciens. De plus, l'avant de la coque et de la tourelle était recouvert stratégiquement par un blindage espacé innovant, créant une zone tampon protectrice, tandis que la couche intérieure protégeait précieusement l'équipage de 3 hommes contre les éclats mortels ou la fragmentation interne du blindage, qui tuait souvent les tankistes même lorsque les obus ennemis ne pénétraient pas complètement la coque extérieure. Malgré le poids approximatif impressionnant de 51 tonnes du MBT-70, le véhicule possédait une mobilité absolument exceptionnelle, grâce principalement à son système de suspension révolutionnaire hydropneumatique sophistiqué. Le tank pouvait atteindre incroyablement une vitesse maximale dépassant 69 km/h sur route pavée, ce qui le rendait significativement plus rapide que le M60 américain réputé lent, le Léopard 1er allemand, pourtant excellent, et même le mystérieux T-64 soviétique, tant redouté par les planificateurs militaires occidentaux paranoïaques. Combiné avec ses capacités tout-terrain absolument exceptionnelles qui lui permettaient de traverser de terrains accidentés impossibles pour les chars conventionnels, aucun char de combat principal disponible commercialement sur le marché mondial ne pouvait rivaliser avec la fiabilité opérationnelle impressionnante du MBT-70 dans des conditions de combat réelles variées. Cependant, le tank était dramatiquement loin d'être parfait, malgré toutes ses innovations techniques spectaculaires et ses capacités impressionnantes sur papier. Les conducteurs se plaignaient absolument constamment et amèrement de la cupola rotative cauchemardesque qui provoquait des nausées sévères, des vertiges débilitants et un mal des transports incapacitant après seulement quelques heures passées aux commandes du véhicule en mouvement. Cette rotation perpétuelle transformait ce qui aurait dû être une position de conduite normale en une expérience profondément désagréable et physiquement éprouvante que peu de conducteurs pouvaient endurer longtemps sans souffrir terriblement. De plus, le canon lance-missile américain XM150 échouait régulièrement et systématiquement à lancer efficacement le missile guidé révolutionnaire Chilela, sans rencontrer des problèmes techniques frustrants qui compromettaient gravement la fiabilité opérationnelle du système d'armes entier. Pour maintenir les vitesses incroyables promises du MBT-70 sur tous les terrains possibles, le modèle américain devait obligatoirement être équipé d'un moteur à turbine extrêmement puissant, mais malheureusement problématique, qui nécessitait des soins exceptionnels constants et un entretien méticuleux permanent.
Ce moteur capricieux tombait régulièrement en panne pendant les essais rigoureux et nécessitait des interventions techniques fréquentes de la part de mécaniciens hautement qualifiés qui manquaient cruellement dans les unités de combat réelles déployées sur le terrain. 14 coques complètes du MBT-70 furent laborieusement construites au total entre les équipes américaines et allemandes qui travaillaient séparément dans leurs installations nationales respectives, et les essais opérationnels extensifs se déroulèrent continuellement de 1966 jusqu'à 1968 dans diverses conditions climatiques et terrains différents. Mais pendant que les prototypes roulaient sur les terrains d'essai en accumulant les problèmes techniques, le coût financier catastrophique du projet explosait littéralement de manière complètement incontrôlable et dépassait dramatiquement tous les budgets initiaux pourtant généreux. Chaque MBT-70 individuel était estimé coûter largement plus d'$1 million en 1969, une somme absolument astronomique et presque inconcevable pour un seul véhicule blindé à cette époque où les chars conventionnels coûtaient une fraction de ce prix exorbitant. Le projet avait été initialement budgétisé prudemment à $80 millions au total, selon les estimations optimistes des planificateurs financiers. Mais les dépenses réelles avaient explosé catastrophiquement pour dépasser largement $300 millions, alors que l'année 1970 approchait inexorablement avec ses échéances politiques critiques. Les gouvernements américains et ouest-allemands observaient avec horreur croissante cette hémorragie financière incontrôlable qui engloutissait des ressources précieuses, disparately nécessaires ailleurs pour d'autres programmes militaires critiques. Les responsables politiques n'étaient désormais plus du tout convaincus de la viabilité du tank, ni de la capacité des équipes techniques à résoudre les problèmes persistants qui s'accumulaient dangereusement. Les tensions croissantes entre les équipes américaines et allemandes atteignirent finalement un point de rupture critique lorsque les deux camps réalisèrent amèrement qu'ils ne partageaient fondamentalement pas la même vision philosophique concernant ce que devrait être un char de combat principal moderne et efficace. Les Allemands privilégiaient obstinément la simplicité mécanique, la fiabilité opérationnelle éprouvée et la facilité de maintenance sur le terrain, reflétant leur expérience traumatisante de la Seconde Guerre mondiale, où les super armes allemandes trop complexes tombaient constamment en panne loin des ateliers de réparation sophistiqués. Les Américains insistaient résolument sur l'innovation technologique maximale, les capacités futuristes impressionnantes et la supériorité technique écrasante, indépendamment de la complexité mécanique résultante ou des coûts astronomiques de développement et de production qui en découlaient inévitablement. Ces différences philosophiques fondamentales et irréconciliables créaient des disputes constantes sur pratiquement chaque aspect technique du projet ambitieux, depuis les spécifications exactes du blindage et de l'armement, jusqu'aux choix critiques concernant les systèmes de propulsion et les arrangements d'équipage. Les réunions de coordination conjointe dégénéraient régulièrement en débats houleux et improductifs, où chaque camp défendait férocement ses positions nationales, sans jamais parvenir à des compromis satisfaisants pour les deux parties simultanément. La barrière linguistique compliquait encore davantage ces communications déjà difficiles, car les nuances techniques subtiles se perdaient fréquemment dans les traductions approximatives entre l'anglais et l'allemand, créant des malentendus coûteux et des erreurs évitables qui retardaient continuellement le calendrier déjà problématique du projet. Au début de l'année 1970, alors que les coûts continuaient leur ascension vertigineuse sans aucun signe d'amélioration ou de stabilisation prochaine, les responsables politiques des deux nations prirent finalement la décision douloureuse mais inévitable de mettre fin officiellement à cette collaboration malheureuse avant de gaspiller davantage de millions de dollars supplémentaires sur un tank qui ne verrait manifestement jamais la lumière du jour opérationnel. L'annonce officielle de la séparation fut accueillie avec un mélange complexe de soulagement et de déception dans les deux capitales, car personne ne pouvait nier que le projet MBT-70 avait enseigné de nombreuses leçons précieuses, malgré son échec commercial et politique retentissant. Cependant, toutes ces années d'efforts acharnés et ces centaines de millions de dollars investis n'avaient absolument pas été complètement gaspillés en vain, comme certains critiques pessimistes le proclamaient amèrement dans les médias. La Bundeswehr ouest-allemande exploita intelligemment et systématiquement de nombreuses idées techniques innovantes et concepts révolutionnaires développés pendant le programme MBT-70 pour créer leur prochain char de combat principal, qui allait devenir légendaire dans le monde entier. Le résultat impressionnant de ces efforts fut le redoutable Léopard 2, qui intégrait judicieusement les meilleures innovations du MBT-70, tout en éliminant soigneusement les complications inutiles et les systèmes problématiques qui avaient causé tant de difficultés pendant les essais du prototype conjoint. Ce char exceptionnel devint rapidement l'un des véhicules blindés les plus respectés et largement exportés de toute l'histoire militaire moderne, servant fidèlement dans des dizaines d'armées à travers le monde pendant des décennies. Du côté américain de l'Atlantique, l'armée américaine ne resta pas non plus inactive après la dissolution traumatisante du projet collaboratif décevant.
Les ingénieurs militaires américains développèrent rapidement le prototype XM803, qui représentait essentiellement une version simplifiée et américanisée du concept MBT-70, incorporant intelligemment les leçons durement apprises, tout en adaptant le design aux préférences doctrinales spécifiquement américaines. Ce prototype prometteur évolua progressivement et méthodiquement pour devenir finalement le légendaire char M1 Abrams, qui équipe encore aujourd'hui massivement l'armée américaine et reste universellement reconnu comme l'un des chars de combat principaux les plus puissants et les plus redoutables jamais déployés opérationnellement sur les champs de bataille modernes à travers le monde. Le projet MBT-70 devint historiquement la dernière tentative sérieuse de collaboration transatlantique complète entre deux nations souveraines, cherchant à produire conjointement un char de combat principal, entièrement nouveau depuis les fondations conceptuelles jusqu'à la production finale en série. Cette expérience coûteuse mais instructive démontra définitivement que les différences culturelles profondes, les priorités militaires divergentes et les industries de défense nationales farouchement compétitives rendaient extrêmement difficile, sinon pratiquement impossible, toute coopération véritablement égalitaire sur des projets d'armement aussi complexes et stratégiquement sensibles. Paradoxalement, l'échec spectaculaire de ce programme ambitieux produisit finalement deux des chars les plus réussis et influents de l'ère moderne, prouvant que parfois, les plus grandes réussites naissent directement des cendres fumantes des échecs les plus retentissants. Si cette histoire fascinante du tank révolutionnaire, qui devait sauver l'OTAN, mais détruisit finalement la coopération militaire transatlantique vous a captivé, n'hésitez absolument pas à laisser un commentaire détaillé pour partager vos propres réflexions sur ce projet extraordinaire et controversé. Mettez un like enthousiaste si vous avez apprécié cette exploration approfondie de l'un des programmes d'armement les plus ambitieux et coûteux de toute la guerre froide, et abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines histoires passionnantes sur les machines de guerre révolutionnaires qui ont façonné dramatiquement l'histoire militaire du XXe siècle.